de façon générale. Donc aujourd'hui, on va parler de prendre soin de la cognition et le titre que je propose, c'est qu'effectivement, cette ambition de prendre soin de la cognition, ça s'avère être un enjeu stratégique pour nos organisations. Alors tout d'abord, il est encore temps pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2026. Il reste encore quelques jours. Et donc, sur ce sujet-là, je vais vous souhaiter en particulier une bonne santé cognitive qu'elle vous permette justement d'adresser au mieux à la fois vos enjeux du quotidien, mais aussi tout un tas de grands enjeux majeurs contemporains qui sont hélas bien trop complexes et nombreux actuellement. Donc je suis Sandrine Bélier, je suis docteur en psychologie cognitive de formation et directrice associée au sein de l'agence Humans Matter. Je suis coach depuis 2017 également. Alors moi, je m'intéresse depuis plus de 25 ans à la façon dont le cerveau fonctionne, à l'esprit humain, et notamment pour favoriser au sein des entreprises l'intelligence collective, l'empowerment, l'épanouissement des individus. Et je suis engagée donc dans cette démarche applicative des sciences cognitives pour justement mieux connaître la façon dont on fonctionne et prendre des décisions plus éclairées, apprendre à mieux se concentrer, réguler ses émotions, s'adapter plus sereinement aux environnements complexes et ambigus tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc, j'accompagne finalement les individus et les collectifs par la mise en place d'environnements qu'on dit capacitants, donc qui vont permettre de développer la capacité d'agir des individus et des collectifs. Humans Matter, vous connaissez peut-être déjà Humans Matter, puisqu'on est à la base une entreprise lyonnaise. Ça fait depuis plus de 25 ans que Humans Matter a été créé. SBT, Humans Matter, pour certains qui connaissent peut-être SBT. Alors, en quelques mots, Humans Matter, c'est une entreprise internationale de design cognitif. Donc, qu'est-ce que veut dire design cognitif? Finalement, c'est nos connaissances sur la façon dont on fonctionne, dont le cerveau fonctionne. Ça va nous permettre de fabriquer, de designer des expériences, des parcours pour révéler des potentiels, pour maximiser les apprentissages et finalement pour faire basculer les comportements pour un monde durable. Donc, alors que les connaissances sur le fonctionnement du cerveau ont surtout été utilisées jusqu'à présent pour faire plus consommer, faire passer plus de temps sur certains réseaux, etc. On va utiliser, nous, ces connaissances sur le fonctionnement du cerveau, au contraire, pour éclairer les prises de décision de tous et chacun. Donc, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'intervenir sur ce sujet, sur cette thématique avec tous les enjeux qu'il y a autour, les enjeux sociétaux de bien-être et de robustesse qui sont connectés à une cognition de qualité. Donc peut-être que une des bonnes résolutions qu'on pourrait prendre pour 2026, c'est justement prendre soin de notre cognition, de la cognition en général, puisqu'il y a aussi celle de notre entourage. On peut prendre aussi soin de la cognition des autres. Bon, je vous propose cette bonne résolution, sachant que prendre des résolutions, c'est bien, ça nous permet de se sentir auteur aussi de sa vie, de reprendre un peu le contrôle, de devenir l'architecte de son quotidien, de se réapproprier sa vie. On parle d'agentivité. L'inconvénient, c'est que l'humain, quand il prend des résolutions, il échoue la plupart du temps à les tenir dans la durée, surtout quand ce n'est pas suffisamment précis et incarné au quotidien, puisque finalement, basculer, changer de comportement et peut-être plus prendre soin de sa cognition au quotidien,
Ça va être de changer aussi, de détecter ses habitudes, de changer celles qui sont, mauvaises pour, notre cognition, humaine et de répéter, de répéter, de répéter, les nouvelles habitudes, jusqu'à qu'elles soient vraiment, automatisées. Donc c'est justement là tout l'enjeu, si on veut tenir une bonne résolution, c'est déjà d'en prendre, un peu moins et qu'elle soit vraiment, répétée pour qu'elle soit durable. Donc lors de mon intervention de ce jour, je vais plus spécifiquement, parler, de l'enjeu stratégique pour les organisations, hein, de prendre soin de la cognition, voire plus qu'un enjeu, stratégique, une vraie responsabilité, cognitive des organisations. Il se trouve que prendre soin de la cognition en entreprise, c'est aussi reconnaître, une responsabilité essentielle, qui est que face, à nos limites, aux limites de nos ressources cognitives, de nos ressources mentales, on doit, imaginer, designer, des environnements, des formations, des méthodes, des conditions qui vont favoriser, cette cognition, donc l'attention, la décision, la régulation émotionnelle, la collaboration, donc tout ce qui est interaction aussi positive, au sens large, hein, et sur nos lieux de travail. Alors, justement, peut-être, une petite question pour commencer, quand on parle, de cognition, prendre soin de la cognition, finalement, on parle de quoi à votre avis? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme cognition? C'est vrai qu'il circule pas mal, mais, il reste, la définition reste quand même assez floue, pour la plupart des personnes. Est-ce que vous avez, envie de vous exprimer? La cognition humaine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut-être c'est en référence aussi avec, vous, pourquoi vous avez eu envie de participer? Peut-être que justement ce terme cognition, a fait tilt, auprès de vous? Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer? Je ne sais pas si vous avez les micros, la possibilité de parler, je crois que oui, hein. On a des réponses aussi dans le chat. Anne-Claire nous dit la capacité à traiter l'information. Sophie Oui. plutôt connaître ses propres pensées et Frédéric nous dit le savoir incarné, Mmh. capacité d'apprendre, de Oui. Donc ça fait partie effectivement de la cognition. Quand on parle de cognition, on va parler ça fait référence en fait à des mécanismes internes, qui sont constitutifs de la pensée, mais aussi de l'action. Donc en fait, à la base de tous nos comportements du quotidien, tous nos comportements observables, on a cette cognition humaine, ces mécanismes cognitifs qui sont, donc les sous-jacents, de ces comportements observables. On va parler de fonctions cognitives quand on parle de cognition. Et les principales fonctions cognitives, sont les suivantes. Donc, on a, effectivement, l'attention qui est au centre de tout. C'est vraiment une capacité cognitive qui est centrale. Sans attention, je ne peux pas mémoriser quelque chose, je peux guère, raisonner de façon correcte. Donc, l'attention, elle va être primordiale. Donc, attention, concentration, capacité vraiment à mobiliser ses ressources, sur une activité en particulier. Quand on parle de fonction cognitive, pardon, on parle également de mémoire. La mémoire humaine, c'est ce qui fait qu'on notre identité, hein, ça embarque toutes nos connaissances, à la fois, autobiographiques personnelles, mais aussi, toutes les connaissances sur le monde, les connaissances générales que je partage avec autrui, qui me permettent de communiquer et de raisonner en collectif, par exemple. Cette capacité à mémoriser aussi bien, des informations sur le court terme, pour être vraiment dans l'instant présent, mais aussi, finalement des informations qu'on peut, conserver, toute la vie. Donc, ces connaissances à plus long terme. Donc c'est vraiment central aussi pour, le quotidien. Une grande fonction, cognitive, c'est, les fonctions langagières. En fait, on parle du langage, mais, il y a quand même beaucoup de capacité dans le langage, la capacité à s'exprimer oralement, ou par l'écriture, mais également à comprendre. Et là aussi, on comprend, oralement, mais aussi on peut comprendre en lisant. Donc c'est fabuleux et c'est, ce cerveau qui est à la base de ce traitement langagier,
et répartis dans plusieurs parties du cerveau d'ailleurs. Donc, troisième grande fonction cognitive. La quatrième grande fonction cognitive, on va parler des fonctions visio-spatiales, ces capacités à percevoir le monde qui m'entoure et à lui donner du sens. Donc la capacité à voir en 3D, en couleur, de détecter si un objet est à plus ou moins 2 centimètres, etc. Donc ça me permet aussi de naviguer dans mon quotidien, de saisir des objets, de reconnaître des choses. Et dans ces fonctions visio-spatiales aussi, on a la fabuleuse capacité à générer des images mentalement d'objets qui ne sont pas physiquement présents. Donc, en l'absence de percept, on est quand même capable d'avoir une vie mentale qui nous permet de rêver, d'anticiper les choses, de se préparer mentalement, de calculer aussi, d'établir des scénarios possibles. Enfin bref, c'est assez incroyable et ça mobilise les mêmes aires que la perception elle-même. Donc, quand on imagine, c'est un petit peu déjà comme si on faisait. Et puis, cinquième grande fonction cognitive, on a les fonctions exécutives, un terme fourre-tout pour regrouper toutes les fonctions de haut niveau, intellectuelles de haut niveau, comme le raisonnement, le calcul, la planification d'action, l'inhibition des interférences, la stratégie, etc., etc. Donc, on voit bien que finalement, c'est vraiment très, très important de prendre soin de cette cognition et pour bâtir des environnements qui vont être plus compatibles avec l'émergence du meilleur de l'humain. Et effectivement, donc, on a un cerveau fantastique, hein, une machine humaine qui est incroyable. On est capable de produire de l'intelligence, d'apprendre un nombre d'informations énormes et de faire des opérations, un nombre impressionnant d'opérations à la seconde. Donc, une machine vraiment très perfectionnée. Mais ce qui apparaît de plus en plus évident, c'est que ce cerveau, il n'est plus si adapté au monde d'aujourd'hui et qu'on voit qu'il est en train de devenir notre meilleur ennemi, hein. Il nous fait commettre des erreurs de jugement notamment. Et effectivement, il n'est plus aussi bien adapté au monde d'aujourd'hui parce que ce monde est devenu très, très complexe, hein. On parle de monde VUCA pour décrire ce type d'environnement volatile, incertain, complexe et ambigu. Avec surtout des changements brusques, des fortes amplitudes. Donc, c'est l'armée américaine, à la base, dans les années 90, qui a décrit ce type d'environnement auquel il faut s'adapter. Mais un autre acronyme, l'acronyme BANI, est en passe de remplacer VUCA pour décrire un monde de plus en plus fragile, donc B pour brittle, anxiogène, non linéaire, et incompréhensible. Donc, avec l'instabilité comme nouveau paradigme. Et là, non seulement les entreprises font face à ces environnements, mais également les individus. On le voit bien depuis le Covid. C'est vrai que pour la complexité, l'incertitude, c'est surtout les entreprises, lors de la crise économique de 2008, qui étaient confrontées à ce type d'environnement complexe. Et là, depuis le Covid, chacun a pu éprouver ce qu'est un environnement incertain et incompréhensible, avec beaucoup d'anxiété aussi qui émerge de ce type d'environnement. Donc on doit s'adapter à ces environnements, hein, et j'aime bien cette phrase que j'ai entendue de la bouche d'Olivier Hamon, qui parle beaucoup de robustesse, mais il dit aussi que les êtres vivants ne sont pas forcément adaptés, ils sont adaptables. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il a repris une phrase de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui veut dire que on n'a pas forcément un cerveau qui est très adapté à ce type d'environnement très complexe, mais on a la capacité à mettre des mécanismes qui vont nous permettre de nous adapter, mais à quel prix parfois, et au prix souvent de beaucoup d'énergie et de fatigue et de stress qui ne sont pas bien bons non plus pour la cognition. Donc le constat, c'est ça, un monde avec beaucoup de mutations, on les subit
toutes et tous de plein fouet avec l'arrivée massive d'intelligence artificielle dans nos quotidiens, le climat, l'écologie de façon générale, la biodiversité, tout ce qui est géopolitique, on voit bien avec les guerres à nos portes, l'économie de l'attention, l'accélération sociale, la déconnexion avec la nature et en parallèle l'hyperconnexion avec les écrans. Et tout ça, ça engendre des grands enjeux technologiques, économiques, politiques, sociaux, environnementaux, légaux, mais également de grands risques pour notre cognition. Et peut-être que certains connaissent ces limites planétaires, là, ce visuel, mais en parlant de limites, les décisions que l'humain a prises ont participé aussi au dépassement des limites planétaires. Et l'un des enjeux actuels, justement, les prises de décision que l'on doit prendre en tant qu'individu, elles concernent l'habitabilité de la Terre aussi, hein, avec les 9 limites planétaires qui ont été déterminées par des experts, dont une 7e limite, l'acidification des océans, vient d'être franchie il n'y a pas très longtemps, c'était en septembre 2025. Donc voilà les grands enjeux. Et nous, on propose même d'ajouter une 10e limite à celle vue précédemment, c'est celle de notre cognition. D'ailleurs, on a créé un mouvement avec Humans Matter, initié par mon collègue Riyad Lebib, qui est neuroscientifique également, et pour sensibiliser au fait que voilà, notre cognition, elle est aussi fragilisée par ces environnements, et on atteint peut-être aussi ces limites, notamment en termes d'attention. Donc, cette 10e limite, c'est celle de notre cognition, de nos capacités cognitives qui sont naturellement limitées, certes, et donc qui sont du coup hyper malmenées dans des environnements qui touchent aux limites de cette cognition, donc qui s'effritent aussi dans ces environnements. Alors, justement, notre cerveau disponible dans ces environnements complexes, vous pouvez lever la main ou manifester avec un émoticône si vous avez déjà terminé la journée avec la sensation de ne plus avoir de cerveau disponible. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation en fin de journée de ne plus avoir de cerveau disponible et de se dire: «Bah, je vais me poser sur le canapé avec cette série», Donc il y en a quand même un certain nombre. Et c'est quoi les sensations que vous avez ressenties? Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là? Comment vous pourriez décrire ces sensations? N'hésitez pas à prendre la parole. La sensation qui émerge pour moi, c'est une incapacité à être vraiment à fleur de peau et ça, le moindre truc peut nous faire déborder, c'est-à-dire que ça a après une influence sur toute approche, quoi. C'est assez, et on sait que ça vient de ça, et pourtant il n'y a que le repos. En tout cas, moi, là, il faut dormir, il n'y a pas de chose à faire. Ouais. Complètement déconnecté. Ouais, débordement, j'ai entendu. Dans le chat, je vois fatigue, je vois manque de clarté mentale, je n'affiche plus l'heure, vidé, plus rien n'a de sens. La motivation est aux abonnés absents, même pour les choses qui sont habituellement plaisantes. Mélange des informations. Effectivement, donc ces sensations, c'est de la surcharge, une forme de dispersion, plus de jus, hem, de fatigue décisionnelle même, on n'arrive même plus à décider. Donc il y a une sensation qui est liée à la saturation de notre mémoire de travail qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans les mémoires, c'est celles qui nous permettent d'être dans l'instant présent, et elle est limitée, fortement limitée. Si on dépasse ces limites, ça va avoir on va avoir un sentiment de surchauffe, de saturation, de cocotte minute, de débordement, hein, une cocotte minute prête à exploser. Puis d'autres choses qui vont prendre le relais, comme des ruminations, des pensées intrusives, du stress, bref, une fatigue diffuse. Alors là, justement, pour expérimenter ça, je vais vous demander d'ouvrir vos micros, de les utiliser pour me donner la couleur qui apparaît
le plus rapidement, qui apparaît à l'écran, et essayez de donner votre réponse le plus rapidement possible et le plus justement possible. C'est parti. Bleu, Bleu turquoise. vert, Vert. Vert. rouge, Rouge. Jaune. Jaune. Ok, donc là c'était pour la mise en jambe. Maintenant, concentrez-vous bien, c'est la même chose. Donnez le nom de la couleur qui apparaît à l'écran. Vert, rouge, rouge, bleu, Jaune. rouge, vert, Rouge. Vert. jaune, jaune, Jaune. rouge, rouge, Rouge. bleu, Bleu. Jaune. Jaune. rouge, Rouge. Ok, donc ça c'est la tâche du Stroop. Ah, il en reste encore un petit peu. Rouge. C'est une tâche classique du Stroop qui date des années 30 et qui permettent de voir déjà que même quand on a envie de changer, ben, c'est difficile de changer les habitudes. On a vraiment l'habitude de lire et une certaine expertise. Et donc là, on a une information concurrente sur le même registre. Donc on va lutter contre des automatismes, des tentations de répondre quelque chose, et il faut lutter contre ça. Donc ça prend un petit peu de temps où on fait des erreurs. Donc vous voyez que déjà on a un premier élément. Si maintenant je vous demandais de faire exactement la même chose, mais en plus si vous deviez mémoriser une liste de mots que je vous donne, ben là on voit bien le mécanisme de surcharge cognitive, de multitasking qui va vous mettre complètement en déroute, parce que à la fois vous allez devoir vous concentrer sur votre objectif, de répondre sur la couleur, mais c'est déjà difficile parce que vous êtes en changement de comportement, en nouveauté, et en plus vous pouvez aussi être attentif au reste de l'environnement et mémoriser quelque chose, et là on voit que tout de suite c'est très très difficile. Donc on retrouve une forme de saturation, une saturation de cette mémoire de travail. On a l'impression donc de débordement, mais ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment systémique. On le ressent à la fois à titre individuel dans nos cerveaux, dans nos corps. Mais en fait, on voit bien que la planète, elle sature aussi, tout sature. On a l'impression d'avoir beaucoup trop d'informations à traiter par cette surstimulation finalement, hyperconnexion également. Et on est hyper connecté justement, on a l'impression d'être hyper connecté à l'information notamment, mais il se trouve qu'on est très déconnecté de l'essentiel, de notre propre corps, de nous, de l'autre, du vivant non humain, et on voit bien toutes les conséquences que cela peut avoir. Et on voit donc une santé qui est fragilisée, une santé notamment mentale, et une cognition qui est fragilisée, ça ne va pas nous permettre de prendre les meilleures décisions et d'adresser les enjeux du monde. Donc là, c'est important de se concentrer là-dessus et de regagner donc en qualité de décision de cognition pour prendre de bonnes décisions. Alors là, je vous propose une petite activité. Donc, je vais vous répartir dans des groupes, parce que Global, on a de la chance d'avoir plusieurs tables. Donc, vous allez pouvoir être autour d'une table avec d'autres personnes. Et je vous demande de réfléchir en binôme, d'identifier dans votre organisation, dans l'organisation dans laquelle vous travaillez, 2 pratiques qui épuisent, selon vous, la cognition. Donc, on regardera tout ce que chacun a comme idée. Vous aurez donc un tableau blanc pour saisir vos réponses dans chaque groupe, pour chaque table. Et ensuite, on reviendra au bout de 5 minutes dans la salle principale, sur la table principale, pour partager toutes vos réponses et les examiner, voir s'il y a aussi des redondances. Donc voilà, je vous demande de réfléchir donc à deux pratiques par personne qui, selon vous, épuisent la cognition, et vous discutez entre vous sur chaque table. Vous pouvez réfléchir justement au coût cognitif qu'il peut y avoir à ces pratiques délétères pour la cognition, et puis les conséquences peut-être aussi business ou organisationnelles. Voilà, donc on va cesser 5 minutes. Je vais vous répartir dans les groupes. Alors, donc vous êtes
On a combien de tables? On a 8 tables. On va faire... Donc, on va faire... Et vous allez être automatiquement mis dans les tables de façon aléatoire. Et c'est parti. Et on se donne 5 minutes. Je vous rappellerai dans 5 minutes. Alors, donc, on a fusionné donc les productions de chacun. Donc, qu'est-ce que vous avez identifié comme pratique qui épuisait la cognition? Alors, on a le groupe 7. Sur sollicitation par la multiplication des moyens de communication, manque de communication, réunionnite, impression de répéter, recommencer, circulation compliquée de l'information, manque de clarté des messages, manque de spontanéité, sollicitation à toute heure, plus de limites spatiales et temporelles, manque de temps de repos pour permettre la réflexion. On va voir maintenant les autres tables, si on retrouve ces mêmes éléments, s'il y en a d'autres aussi. Les notifications, messagerie interne, on est sur la multiplicité aussi, multicanaux, instantanéité aussi exigée, open space, donc là on est plus sur les conditions physiques et l'environnement. La table 6, le manque d'organisation, de process clairs, la réunionnite qui revient, la surcharge de travail, les open space, donc bien identifier que c'est nocif pour la cognition, des process trop rigides et trop complexes, compliqués, sans possibilité d'adaptation, d'ajustement, être trop sédentaire, pas assez de mouvement pour respirer, se mettre en mouvement, et effectivement, le corps aussi a son rôle à jouer dans l'épuisement de la cognition. La table 2, partage un open space, les réunions qui s'enchaînent, la prise en compte de l'absence de prise en compte de la charge de travail, tâche unique à mener sur une durée significativement longue, le switching d'un sujet à un autre, les incertitudes, le changement de règles, télétravail, réorganisation de la vie perso. On a la table 3 qui parle aussi de multitude de projets, de réunions, le mélange d'informations, la charge mentale, démotivation, incapacité à se mobiliser, GPS déconnecté, la relation humaine complexe, communication, conflit, microagression. La table 4, flot informationnel permanent, manque de ressources amenant à une surcharge de travail, enchaîner des réunions, multitasking, conflit de valeurs, changement de priorité, absence de concentration, multitude de notifications. La table 8, les réunions sur sollicitation, le multitasking, deadline, charge mentale, injonction sociétale, fatigue physique, environnement anxiogène. Table 5, pluralité de mails incessants, commandes non priorisées, absence et niveau de priorisation, multiplicité des acteurs, réunionnite. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Elles vous seront partagées également quand on vous partagera les ressources. Mais donc là, on voit bien que des choses se retrouvent énormément dans vos propositions. On a beaucoup de choses qui sont liées à l'organisation elle-même, à la culture de l'entreprise, au process aussi, et surtout à une surabondance d'informations. Donc ça, est-ce que j'aurai la possibilité, je vais sinon le faire tout de suite, je ne sais pas si je ne le fais pas tout de suite, voilà, je ne sais pas si ça restera. Bon, je l'ai fait, je vais vous repartager maintenant mon écran. Donc effectivement, on a vu que ça se reproduisait, que tout le monde a un petit peu la même impression, mais un des facteurs menaçants, c'est la surcharge informationnelle. Donc on est effectivement face à trop d'informations, beaucoup plus qu'il n'est possible d'en traiter par notre cerveau, et puis c'est donc ce volume croissant de données qui sont générées et consommées qui l'attestent. Là, il y a des chiffres qui montrent que ce volume de données
a augmenté, il était de 2 zeta-octets en 2010 à 18 zeta-octets en 2016, avec une prévision de 181 zeta-octets en 2025. Donc, on voit vraiment que c'est exponentiel. Et du coup, voilà, c'est un indicateur vraiment majeur de cette surcharge, sachant que 1 téraoctet, comme le marque la légende, c'est égal à 1000 gigaoctets. Donc, c'est pour se donner une idée, 1 zeta-octet vous permet de stocker l'équivalent de 22 milliards de films d'une durée de 2 heures en qualité 4K ou 166 000 milliards de chansons au format MP3. Bref, ça prendrait des millions d'années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour écouter tout ça. Donc, toutes ces données générées chaque minute sur Internet. Je suis en webinaire. Oui, c'est pour Le toi. nombre d'emails. C'est pas grave. Il y a un micro qui va couper du coup. Un nombre d'emails aussi qui est croissant. Hein. Si vous regardez le nombre d'emails que vous recevez, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc tout ça, ça donne au niveau individuel, donc ce qu'on appelle l'infobésité, donc qui conduit à du stress, de l'anxiété, la dépression, hein, un épuisement professionnel. J'ai Et au une niveau question. des... J'ai Oui. une question, pardon. Les chiffres parlent de ce qui est échangé au niveau mondial, je suppose. Oui, oui, exactement, de volume d'information, ouais. Mais on le voit Merci. bien à notre porte, finalement, on a aussi cette impression d'infobésité, hein, avec les mails et cette surcharge de communication avec les moyens de communication et les différents moyens de communication que l'on a. Et puis au niveau des organisations, l'impact que ça a aussi, c'est la baisse de productivité, la saturation, hein, la désorganisation. Au niveau sociétal, il y a également un impact, hein, avec gaspillage d'énergie, l'empreinte environnementale, et ça, c'est vraiment considérable. Alors là, c'est sur le nombre de données, mais on se rend compte aussi, et vous l'avez dit dans vos productions également, dans votre réflexion, c'est également la nature des informations qui est partagée, qui est particulièrement anxiogène, notamment depuis le Covid. Bon, la catastrophe sanitaire a amené des émotions assez négatives comme la sidération, la lassitude, des émotions de peur, de tristesse, de colère aussi. Et finalement, depuis 2020, la situation, elle n'est pas beaucoup plus réjouissante, pas beaucoup plus joyeuse, avec une situation écologique catastrophique et donc l'éco-anxiété qui peut en découler, une situation géopolitique alarmante aussi. Donc, il y a une forme de brouillard cérébral où principalement ce sont des émotions négatives qui sont ambiants, et on le sait en plus particulièrement que les émotions sont très contagieuses. Donc, c'est finalement des conditions aussi dans lesquelles on nous demande de nous transformer continuellement, hein, l'injonction à changer, à se transformer, à s'adapter. Et ça épuise également, parce que notre cerveau, il cherche avant tout à optimiser ses dépenses énergétiques et à automatiser dès qu'il le peut. Donc, en situation de changement, c'est pas qu'on veut freiner le changement, mais naturellement, on a besoin de prendre du temps pour le faire. Sinon, ça crée des résistances au changement. Donc, bref, on est dans vraiment un trop-plein d'émotions, une surémotionnalité négative. Et le chercheur lyonnais Christophe Hague l'a beaucoup étudié, ce phénomène qu'il appelle le hum, et qui fait qu'on est dans un monde principalement où les émotions négatives sont majoritaires. Donc, ça va être vraiment délétère pour la cognition. Ça crée aussi beaucoup de stress, et comme le montre ce slide là du cerveau, quand on ressent du stress, on a toutes les zones préfrontales à l'avant du cerveau qui nous permettent de réfléchir, de raisonner, d'inhiber des comportements non adéquats. Eh bien, il va être court-circuité et il va être plutôt en mode automatique. Et ce mode automatique, la problématique, c'est qu'il est très sensible au biais cognitif aussi. Donc, dans ces automatismes-là, par manque de temps et par
trop plein d'informations, on va avoir tendance à prendre des raccourcis de pensée qui nous font commettre des erreurs de jugement. Donc là, c'est un codex, si vous avez envie de creuser ce sujet des biais cognitifs, ce codex interactif est très intéressant pour aller voir les 200 biais cognitifs qui nous dominent et aller donc cliquer sur chacun des biais cognitifs pour en savoir plus. Le deuxième facteur menaçant, c'est la captation de l'attention. On voit bien que dans ce monde où il y a ce surplus d'informations, et du coup, l'attention, c'est la ressource la plus précieuse et la plus rare. Donc, elle est aussi monnayée et finalement, on essaie de nous la capturer par toutes les stratégies possibles et on est vraiment dans ce qu'on appelle donc une économie de l'attention qui est, comme Bruno Patino le dit dans son bouquin « La civilisation du poisson rouge », une société de la fatigue. Donc tout ça, c'est vrai que ça va créer aussi des limites, un effritement de notre cognition, un épuisement un épuisement général qui crée aussi des troubles de santé mentale. Et puis par-dessus ça, on a ce phénomène d'accélération sociale qui est décrit par Hartmut Rosa, mais aussi que l'on perçoit tous les jours, qu'on veut nous-mêmes favoriser. On veut que ça aille toujours plus vite. On est impatient face à une page internet qui met trop de temps à se loguer. On veut que ça aille toujours plus vite pour se déplacer, pour communiquer, etc. Donc effectivement, cette attention, elle est malmenée et pourtant c'est ce qui nous permet d'être dans l'instant présent et elle est surtout happée par des choses qui sont de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a 2 processus dans notre attention. On a la capacité à mobiliser soi-même de façon diriger son attention. C'est ce qui nous permet d'être dans une activité qu'on a choisie, mais elle peut être aussi capturée par l'extérieur ou par des pensées intrusives et ça, c'est l'attention exogène qui fait que c'est normal qu'on ait aussi cette attention-là. C'est important pour notre évolution parce qu'elle permet de fuir le danger si on entend un gros bruit, par exemple, à côté de nous. Mais le problème, c'est que nos quotidiens sollicitent un peu trop cette attention exogène et fait qu'on est pas beaucoup concentré de façon d'affilée. Donc le problème, c'est qu'on va aussi devoir passer d'une activité à une autre. On s'engage dans une activité, donc ça mobilise déjà de l'effort de le faire, mais si on nous dérange ou si on se fait déranger volontairement par une notification, par exemple, on va devoir se désengager et ensuite, si on veut se réengager dans nos tâches, il y a un coût vraiment qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer beaucoup plus d'une minute d'affilée. Et puis le troisième facteur de risque, c'est l'externalisation cognitive. On a parlé de l'intelligence artificielle, mais effectivement, à force d'être dans ces automatismes, on utilise de façon assez massive les nouvelles technologies pour produire des choses aussi plus rapidement sans avoir à les faire nous-mêmes. Donc c'est cette utilisation passive, cette délégation massive qui génère un affaiblissement des capacités cognitives. Donc là, il y a pas mal d'articles que vous avez dû voir passer sur le net déjà, mais qui montrent que plus on est passif face à l'utilisation de ces nouvelles technologies, si on scrolle à l'infini, si on utilise les IA pour générer un courrier ou un article ou des choses qu'on avait l'habitude de faire nous-mêmes, si on délègue nos capacités cognitives, même ce qu'on aime bien faire, si on aime bien créer et si on le fait faire par la machine, en fait, on s'aperçoit que ces capacités cognitives s'affaiblissent et s'effritent. Et on a des articles qui montrent, par exemple, que notre mémoire n'est plus aussi bonne de ce qu'on a nous-mêmes produit. On se sent moins auteur aussi de nos productions. Donc, il y a la baisse de confiance en soi aussi qui par ailleurs, est impacté. Donc il y a vraiment cette forme
de rupture anthropologique qui fait qu'il y a un déclin de la concentration, hein. On parle de 47 secondes de concentration d'affilée en 2024, qui était pourtant à plus de 2 minutes. Il y a donc ces baisses de mémorisation dont je vous ai parlé, les baisses de capacité de lecture. Et donc, face à ces 3 facteurs majeurs, on a vraiment des défis cognitifs pour l'entreprise, pour lutter contre la fatigue informationnelle, la baisse de productivité, puis le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil des collaborateurs aussi, le sentiment d'impuissance, le besoin de ralentir, la difficulté de se concentrer, etc. Donc c'est une culture d'entreprise qui prend soin de l'attention, de la cognition qu'il va falloir bâtir absolument si on veut pas que tout ça arrive. Et ça passe par une meilleure connaissance de ce facteur humain, de ces mécanismes cognitifs, ce qu'on appelle la métacognition, qui va nous permettre d'aller creuser ce qu'est l'attention, ce qu'est la mémoire, le langage. Moi, je vois que mon schéma, il a été un petit peu changé. Et donc, on peut le faire avec des diagnostics cognitifs, des tests cognitifs, hein. Nous, on a développé, par exemple, toute une gamme de tests PEPCO qui permet de mieux connaître là où on en est de sa cognition. Parce que c'est pas évident quand on nous demande est-ce que vous avez une bonne attention ou est-ce que vous avez une bonne mémoire. C'est très, très difficile d'estimer correctement si c'est le cas. Et puis, à partir de ce diagnostic aussi, ce qui est intéressant, ça va être d'aller se développer sur ces dimensions-là, puisque la métacognition nous permet de développer des stratégies adaptatives. Donc, de développer, si on connaît mieux comment fonctionne l'attention, on va pouvoir bâtir des environnements qui prennent soin plus de mon attention. Si je connais un peu mieux la façon dont mes modes automatiques biaisent la prise de décision, ça va m'aider à prendre des décisions éclairées en mettant en place des stratégies aussi qui vont éviter contourner, par exemple, les biais cognitifs. Donc, cette métacognition, elle est importante dans le sens où, en bâtissant ces stratégies adaptatives, je vais pouvoir aussi avoir un rôle d'auteur, de prendre en main ma cognition pour en prendre soin. Alors, il ne s'agit pas de mettre justement la responsabilité sur les collaborateurs, mais justement, à grand pouvoir, grande responsabilité, c'est justement cette responsabilité des organisations qui vont proposer, insuffler des cultures qui prennent soin de la cognition et dans lesquelles les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs, les individus et les collectifs vont pouvoir mieux agir dans ces environnements qui prennent plus soin de leur cognition. Parce que sinon, souvent, on a une tendance à la surresponsabilisation des individus eux-mêmes qui font malheureusement ce qu'ils peuvent, un maximum de ce qu'ils peuvent pour se sentir bien. Donc, ça peut passer par un cours de yoga ou de méditation, mais ça ne va vraiment pas suffire si l'environnement, par ailleurs, est délétère, s'il est trop flou, s'il met en conflit les collaborateurs ou en compétition. Donc, il va falloir beaucoup plus agir à un niveau systémique. Donc, peut-être pour finir, à la volée, qu'est-ce que vous faites déjà ou qu'est-ce que vous pouvez faire contre ces 3 facteurs de risque majeurs et notamment pour vous, mais peut-être aussi pour vos collaborateurs, hein, que ce soit sur l'infobésité, la surcharge informationnelle, mais aussi sur la captation de l'attention et l'externalisation cognitive. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Est-ce que vous avez déjà des choses qui marchent bien, ou vous vous êtes aperçu vraiment que ça fonctionnait bien, et ou alors qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Qui veut commencer? Frédéric nous parle de Pomodoro, peut-être que vous voulez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie des stratégies qui vont permettre de séquencer
Le travail donc et empêcher de se disperser donc je vais, me mettre dans une tâche, je vais m'engager dans une tâche pendant 20 minutes en mettant un minuteur de cuisine, Pomodoro, là les minuteurs tomates, typiques et je vais, me couper de toute source de stimulation donc mon téléphone, bah, je le range, dans une autre pièce peut-être pendant 20 minutes et là on va constater que la cognition est hyper productive pendant ces 20 minutes, elle est très, très efficace, il y a une clarté d'esprit et je vais ensuite, donc le minuteur sonne, je vais mettre 5 minutes de pause et je vais faire des vraies pauses. Donc qu'est-ce qu'on appelle une vraie pause? Ben, c'est, une pause sans stimulation et notamment, technologique, hein, je vais pas dire: «Allez, 5 minutes de pause, je vais regarder mes mails». Non, parce que ça court-circuite, l'activité que j'étais en train de faire et ça me régénère pas. Donc je vais plutôt, bah, regarder par la fenêtre, ou échanger avec un collègue, donc je vais, voilà, me régénérer comme ça et ensuite je reprends, 20 minutes, de travail, 5 minutes de pause, 20 minutes de travail, 5 minutes de oui et 15 minutes de pause cette fois-ci et là, on voit qu'en 3 fois 20 minutes, bah, j'ai fait, quasiment le travail, que je fais habituellement de façon très séquencée et distraite. D'autres choses? Moi, je proposerais de supprimer les notifications. Je l'ai vu, déjà sur mon ordinateur, j'ai désactivé Mmh. le pop-up Outlook qui se lève à chaque fois qu'il y a un message qui arrive Ah oui, et oui. je pense qu'il faudrait que je le fasse aussi sur mon téléphone d'enlever toutes les notifications. C'est intéressant parce que là, vous reprenez un peu du contrôle, sur les choses et vous allez, vous-même, quand vous le décidez, aller regarder les messages qui sont tombés et maintenant, on le voit de plus en plus, hein, je pense que les personnes, sont épuisées aussi et on le voit dans les signatures de mails parfois de se dire: «Bon, bah, je ne regarde, mes mails que 2 fois par jour, donc n'hésitez pas à m'appeler si c'est vraiment urgent». Donc voilà, pour prévenir un petit peu et recadrer un peu, éduquer à nouveau, hein, le mot éduquer est finalement valable tout au long de la vie, hein, et en tant qu'adulte, on peut aussi, retrouver des bonnes pratiques, notamment managériales et de vie quotidienne, oui. Peut-être une dernière proposition? Qu'est-ce qu'il y avait dans le chat? On Il y a avait, Sophie qui a fait plusieurs, propositions sur le fait d'éteindre son téléphone, d'utiliser oui. des applications qui bloquent l'accès aux réseaux sociaux pour éviter les distractions. Effectivement, ouais, on a aussi des technologies vertueuses, hein, qui sont là aussi pour nous aider pour aider notre cognition, connaissant les limites de notre cognition, bah, elles vont en prendre soin. Donc, c'est intéressant de regarder, ce qui est fait, sur le marché et ce qui peut permettre, bah, de travailler, correctement, avec, ces nouvelles technologies qui vont pas nous bombarder d'informations. Ouais, ouais, tout à fait. Je regarde le chat en même temps, mais et puis pratiquer une forme de méditation, là, on est vraiment sur, quelque chose qui a montré, de l'efficacité donc effectivement, comme je vous le disais, ben, c'est sûr que si je suis dans un environnement complètement toxique, une séance de méditation ne va pas suffire, mais en tout cas, se mettre en repos face à l'épuisement, c'est vraiment hyper, important, et la méditation va nous donner ces clés aussi pour, se remettre dans l'instant présent, de regagner en clarté d'esprit et là, il y a pas mal de choses qui sont faites aussi au niveau des recherches, sur le fonctionnement du cerveau, oui. On arrive à la fin, de cette, intervention. Je vous remercie énormément pour votre participation. Si vous avez le temps, je peux répondre aussi à vos questions pendant les prochaines minutes, donc n'hésitez pas. Sandrine, il y avait une question de Sophie, je crois, sur les TDA-TSA qui augmentent fortement. A-t-on toujours été perturbé attentionnellement ou l'internet nous a rendus plus faibles cognitivement et comment intégrer cette fragilité en entreprise? Oui, alors, les troubles, donc de l'attention, c'est aussi peut-être le diagnostic, hein, qu'on fait plus parce que, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus maintenant de méthodes d'accompagnement qui permettent aussi de faire des diagnostics un peu plus clairs. Mais, comme je vous le disais, on a aussi un environnement qui est hyper sollicitant, bien plus que ce qui est capable aussi notre attention, nos mécanismes attentionnels et puis, on n'a encore pas d'enseignement sur, bah, comment être plus attentif finalement, avoir des conditions qui sont les plus favorables peut-être pour notre cognition normale, mais aussi pour les personnes qui ont des cognitions, qui sont parfois, bousculées avec des troubles cognitifs, hein, comme ceux-ci. Donc peut-être qu'il faudrait des environnements, où on est
en pleine nature aussi, plutôt que dans une classe où on ne peut pas bouger. Donc le fait des fois de marcher, de mettre en mouvement son corps, c'est hyper important aussi. Ouais. D'autres questions? Vous aviez cité un auteur, Lionel Christophe, je n'ai pas eu le temps de noter, et dans quel cadre Ah oui, Christophe Hague, qui travaille beaucoup sur la contagion des émotions. Oui, effectivement, je parlais aussi ça de m'intéresse. ouais, Contagion des émotions. Et Hague, ça s'écrit, pardon? H2AG. Ah voilà, il faut le savoir. Oui, La c'est ça, contagion oui. des émotions. Parfait. Merci Exactement. beaucoup, Sandrine. Je vous Merci. en prie. Une dernière question, si vous le souhaitez. Pas d'autres questions? Je vous remercie, puis je vous souhaite de prendre bien soin de votre cognition et je vous souhaite une belle fin de semaine. C'était Profitez super. bien du Merci festival. beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.